C'est Mathieu, parti. merci à toi d'être là Bah, déjà. avec plaisir. C'est vraiment un Avec grand plaisir. honneur. Avec plaisir. Euh, donc les amis, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Invincible, l'étincelle des champions. Comme Mathieu, c'est vraiment un grand honneur d'être avec Mathieu Bastaro aujourd'hui ici justement à Toulon. Est-ce qu'on peut dire que tu es un enfant adopté de Toulon parce qu'à la base tu n'es pas d'ici? Ouais. À la base, pas du tout. Moi, je suis né, j'ai grandi en région parisienne et je suis arrivé maintenant il y a 14 ans à Toulon. Je m'y vois pas partir. Je me vois pas partir, je me vois pas ailleurs. Donc ouais, on peut dire ça. Ouais. Hmm. Donc Mathieu qui est avec nous aujourd'hui, joueur international de rugby à très haut niveau, un joueur qui nous a fait rêver, impactant, puissant, charismatique. Et tu as connu de nombreux clubs professionnels. On va aujourd'hui parler de toute ta carrière. Aujourd'hui, tu es justement aussi coordinateur du RCT, Ouais, de c'est ce ça. magnifique club qui est juste à côté de Ouais. cette équipe. La première question que j'aimerais te poser dans cette interview, c'est quand tu regardes, si tu prends de la hauteur, que tu vois le petit Mathieu qui était jeune et que tu vois aujourd'hui ce que tu as fait, qui t'es devenu, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ça? Bah, il y a eu du chemin depuis Quincy sous Sénart, là où j'ai grandi. J'ai grandi entre Créteil et Quincy sous Sénart parce que mes parents étaient séparés et bah, c'est simple, le rugby, bah, ça existait pas, là où j'ai grandi, hein. C'était, quand j'allais m'amuser avec les copains et ben, on s'amusait en bas du bâtiment, on jouait au foot. Et le rugby, ben, c'est arrivé, par, un collègue de travail de ma maman qui, en gros, j'avais fait une initiation au centre aéré, ça m'avait plu, donc j'en avais parlé à ma mère, qui en avait parlé à son travail et bah, il lui a dit: «Bah, emmène-le» et c'est comme ça que j'ai commencé, j'avais 5 ans et demi, que j'ai commencé, au rugby club Créteil-Choisy. Hmm. Et j'y ai passé 10 ans. J'y ai passé 10 ans, tombé, fou amoureux, du rugby et surtout de ce club parce que c'était un club vraiment très famille. Hmm. Que ce soit, nous, entre nous, une belle bande de copains, les parents s'entendaient très bien entre eux. À chaque fois qu'on faisait les déplacements, les tournois, c'était génial. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, en tout cas, bah, de joueurs de rugby parce que, il y a pas que, il y a pas que le Stade de Hmm. France et le Stade Mayol. C'est aussi ça, c'est, ne pas oublier d'où on vient. Ça a été un peu ma mmh, mon leitmotiv, pendant toute ma carrière, ne pas oublier d'où je venais et je sais ce que je dois à ce club, à ses éducateurs Hmm. aussi et voilà que 10 ans quand même, de 5 à 15. Après je suis rentré en sport-études, au pôle espoir La Canale et là j'avais décidé, c'est là où en fait où je me suis dit que je voulais en faire quelque chose de ma vie, le rugby. Et tu as quel âge à Heu, peu près là? j'ai 16 ans, 16 ans. ouais, j'ai 16 ans et je rentre en sport-études, donc à La Canale. Je choisis de rejoindre Massy, Ah si, ouais. donc je choisis de rejoindre Massy bah, c'était un coût. C'était un coût déjà financier énorme pour mes parents et je me dis que je peux pas les décevoir et que j'ai la chance, d'être, bah, déjà d'avoir été sélectionné pour faire partie de ce sport-études et mes parents se sont sacrifiés, pour que j'y sois donc maintenant c'est on met la tête dans le guidon et on fonce et au final je fais un an, là pareil, je rencontre des super potes, Djibril Camara, Wesley Fofana Benoît Bonetti, plein de joueurs qui après ont joué, soit en top 14, en Pro D2 ou même en
en fédéral et je fais finalement qu'1 an parce que je suis surclassé pour aller au Pôle France à Marcoussis, qui est un peu le Clairefontaine, Mmh. du rugby à l'époque. Maintenant, je crois que ça existe plus, le Pôle France, je suis pas certain et donc je rentre, avec 1 an d'avance et je fais 2 ans, où je suis encore à Massy et donc je fais, là pareil, ça va très vite parce qu'à Massy, je fais, cadet, Crabos et équipe première, en 3 ans et 2 ans où je commence un peu à l'apprentissage du, heu, du monde professionnel parce que, même si on était des gamins de 17, 18 ans, bah, on avait un planning, assez, voilà, un planning qu'on pouvait retrouver dans les clubs de top Mmh. 14 à l'époque. Donc c'était, ils nous préparaient de toute façon, ils nous préparaient à la prochaine étape qui était, enfin, normalement parce que forcément on pas tout le monde Mmh. qui réussit, qui était, les clubs professionnels et là je fais 2 ans donc avec, les sélections en jeune et après, ben, j'ai la chance de signer au Stade Français, Mmh. ouais, Magnifique. donc trajectoire assez rapide, ouais. Mmh. Merci Mathieu pour cette belle introduction que tu nous fais et j'aimerais justement revenir par rapport à ça. Le début, les 10 ans et puis après cette possibilité, cette opportunité qui va s'offrir à toi pour, entrer vraiment en tant que professionnel. Ce qui nous fait rêver quand on est enfant, quand on voit les équipes, espoir, l'équipe 1, qu'on ressent tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que ce qu'on entend dans ton parcours, pour ceux qui te connaissent, beh, te connaissent, mais pour ceux qui vont te découvrir aussi là, hem, est-ce que ça a été difficile pour toi d'accéder à ce monde professionnel? Ou est-ce que déjà, comme tu as dit tout à l'heure, tu as ressenti à un moment donné que tu pouvais en faire quelque chose? Est-ce que c'est par tes capacités physiques qui se sont, démarquées, tout au long de ton cursus? Bah, oui, physiquement, oui, j'étais déjà beaucoup plus développé que la moyenne. Donc forcément, ça, c'était un atout et un avantage. Après, je pense que j'ai rencontré aussi les bonnes personnes, Mmh. que Les ce entraîneurs? soit ouais, voilà, que ce soit mon premier éducateur, Patrick Boulet à Créteil, Alain Gazon qui me fait venir à Massy, les entraîneurs que j'ai pu connaître à Massy, que ce soit, Gilles Ulrich ou Lionel Kenardel. Voilà, c'est plein Mmh. de voilà, c'est plein Des rencontres, ouais. de personnes, de rencontres qui ont fait que, Mathieu Roure que j'ai eu en sélection Île-de-France, puis après entraîneur au pôle, c'est c'est des rencontres qui voilà, m'ont marqué ma jeunesse et surtout ils ont, ils m'ont fait confiance. Mmh. Ils m'ont fait confiance et quand on est jeune comme ça, quand, on vous fait confiance, bah, moi, quand on me fait confiance, je le rends au centuple et je pense que ça a été ça, aussi qui a fait que j'ai pu, j'ai pu m'épanouir on va dire, exploiter Mmh. tout mon potentiel. Après tout n'a pas été simple parce que, ben, quand on part, à 15 ans de la Mmh. maison, Mmh. que moi j'étais très, très, très proche de ma mère, c'est du jour au lendemain, ça fait bizarre et et on n'est pas forcément préparé. Mmh. Même si on sait qu'on va dans une belle aventure. On a la chance, ben, d'aller, comme on dit à l'époque, une école du rugby, ça fait rêver. Mais mais c'est là où on commence à avoir les premiers doutes. On se Mmh. demande toujours, tous les jours, on se demande: «Est-ce qu'on va y arriver?» Parce qu'on Exactement. arrive dans un environnement qui est totalement étranger à ce qu'on a pu, connaître jusqu'à présent, il y a beaucoup plus, d'exigences, envers nous, jeunes joueurs et oui, c'est là qu'il y a les premières interrogations et on veut pas trop, le partager avec ses parents parce qu'on veut pas les inquiéter, parce qu'eux sont déjà assez inquiets parce que justement, le petit bébé a quitté la maison.
Donc c'est là où, ben, mentalement, on commence un Mmh. peu à se forger, voilà, à se forger un mental et à se chercher et c'est vraiment à cet âge-là, quoi. Je dirais 15 16 ans quand on commençait à les voilà, les maintenant c'est les centres de formation, mais Mmh. là c'est, et on va dire maintenant, cette génération maintenant, elle est beaucoup plus, préparée, beaucoup plus encadrée que ce qui était, fait à l'époque. Donc donc voilà, moi mon rôle maintenant c'est, ben, justement Mmh. d'aider, d'aider ces jeunes-là et de faire en sorte que, bah, moi les obstacles ou les doutes, les choses un peu difficiles que j'ai pu rencontrer et ben, moi me servir de mon expérience pour qu'eux, les aider au maximum. Parce Mmh. que au final, on a tous des expa on peut venir de Paris, de Toulouse, de Perpignan. Au final, on a tous les mêmes expériences Exact. et quand on a la chance d'avoir un vécu et un vécu, par exemple, comme le mien, c'est bien de pouvoir le transmettre et le partager aux plus jeunes et leur dire: «Voilà, bah, ne crois pas que, tout a été rose Mmh. durant ma carrière. Moi aussi, j'ai vécu ce que tu as vécu et voilà et essayer de les aider, en ce sens-là». Merci Mathieu. Ce que tu partages avec toute transparence, c'est riche, c'est vrai, c'est authentique et comme tu as dit, moi j'aime bien cette phrase: «La vie d'un homme, la vie de tous les hommes» et ça peut s'appliquer au sport comme n'importe où. Hem, Par rapport à justement cette transition, on va dire de 15 à 18 ans où il y a ces interrogations, ces questions: «Je vais y arriver, je vais pas y arriver», ce que tu as vécu toi, notamment, heu, entre les personnes qui avaient avec toi, alors tu as cité le nom aussi de certains joueurs, hem, qu'est-ce qui fait la différence? Et tout à l'heure, tu me faisais écouter une vidéo par rapport à ça, on disait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Qu'est-ce qui fait la différence entre, des personnes qui vont parvenir à aller jusqu'au bout, quand tu es en centre de formation, c'est pour, devenir joueur professionnel et qu'est-ce qui fait que certains justement n'y arrivent pas, selon toi? Ouais, je pense qu'il y a plein de facteurs. Ouais. Après ça diffère des gens, mais moi je sais que j'étais quelqu'un d'assez têtu. Je suis toujours, et surtout de très déterminé. Heu, je moi je me souviens là, quand on rentre au sport études, on doit se présenter, les nouveaux et c'est un espèce de une initiation. En fait, on se présente aux plus anciens et on doit se présenter, nom, prénom, club, poste et surtout, pourquoi on est ici, quel est l'objectif et alors, tout le monde était un peu gêné. Il leur dit: «Ben oui, ben moi j'aimerais bien, voilà, pourquoi pas un jour, jouer, en pro», et je me souviens que moi j'avais été, voilà, très clair. J'ai dit: «Oui, moi je suis là pour devenir professionnel» et je me souviens, ils m'avaient regardé un peu bizarre, l'air de dire: «Il te prend pour qui?» Il est déjà très, il a déjà beaucoup d'assurance, mais c'était pas de l'arrogance ou un ego mal Mmh. placé ou quoi que ce soit. C'est que, alors que j'avais pas forcément jamais eu une très grande confiance en moi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, mes parents avaient fait des Mmh. sacrifices et qu'il était hors de question que j'échoue, rien que par rapport à eux et que, à partir du moment où je m'engage dans quelque chose, c'est pour le faire à fond et on va pas faire de langue de bois. Si on est ici, c'est que l'objectif, c'est Mmh. un jour, tous, jouer en top 14 et pourquoi pas un jour porter maillot d'équipe de France. Faut pas faire de faux semblants donc je m'étais pas lâché mais j'avais choisi d'être honnête avec, d'abord envers moi-même et avec les autres. Parce que aussi le fait de dire ça, ça me mettait une petite pression sur les épaules parce que les autres, ils étaient là un peu: «Ben, écoute, il a annoncé, maintenant on va voir». Donc moi, ça me permettait aussi de me dire: «Écoute, tu as ouvert ta bouche, maintenant maintenant va falloir Casque à assumer». pointe. Donc voilà, c'est ça qui me Mmh. ça me stimulait, c'était une façon aussi de me stimuler tous les jours. Mmh. Donc il y a ça et après il y a plein de Mmh. malheureusement, enfin il y a plein de facteurs.
Mentalement, bon, il y a aussi le mental qui fait, le mental qui me paraît très, très, très important, où on a enfin compris que c'était bien de pouvoir l'aborder. Avant, c'était un sujet un peu tabou. Bien sûr, les aptitudes, physiques, techniques, parce que, il y a les blessures, ça, faut pas l'oublier. Je connais tous des joueurs qui étaient, hyper talentueux, mais que malheureusement le corps Mmh. ne suivait pas, ou d'autres joueurs qui étaient, exceptionnels, physiquement, c'était des monstres, mais, mentalement fragiles, et dès qu'il y avait un moment de doute, sombraient. Donc on a ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Ça peut être soit mental, soit le physique qui suit pas, et après, il y a les rencontres. Il y a les rencontres, on peut avoir ces facteurs-là et tomber sur une personne qui, justement, mentalement vous, arrive Mmh. à faire en sorte que, tous vos doutes, vous les mettez de côté, le temps d'un entraînement, le temps d'un match, et être une autre personne, sur le terrain. Mmh. Cette notion aussi que tu évoques, c'est pour moi en tout cas, comment j'ai vécu jeune, la rencontre d'un premier entraîneur qui était extraordinaire, vrai, authentique et cette confiance, je pense notamment quand on est jeune, entre, l'entraîneur et et le joueur. Ouais, Pour moi, je pense qu'elle est énorme parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément conscience, nous, de notre potentiel. Et toi, comme ta posture aujourd'hui, tu vois aussi peut-être ces futurs potentiels, ces diamants même que les gens ont et le fait d'avoir une présence aussi authentique, vraie, juste. Quand on est jeune, on va dire, il y a peut-être moins d'enjeux que quand c'est professionnel et cette relation-là, hem, est-ce que toi tu l'as vécu? Est-ce que tu vois son importance? Est-ce que c'est ben, quelque moi, chose que ça a tu été, essayes ouais, d'amener aussi? moi, c'est une grosse importance, on va dire, dans toute ma carrière, même dans toute ma vie. J'avais besoin d'avoir un lien, presque affectif Mmh. avec mes entraîneurs. J'ai mon premier éducateur, pour moi, c'était comme un second père. Après, ça s'est développé dans le temps, que ce soit avec Bernard Laporte, Pierre Mignoni, hem, au-delà que ce soit mes coachs. J'avais besoin de Mmh. sentir quelque chose, heu, au-delà de la relation entraîneur-joueur. Moi, j'avais besoin de ça, en tout cas, pour, donner, on va dire, le meilleur de moi-même. Heu, voilà, j'ai pu aussi, heu, il y avait des liens aussi un peu comme ça, qu'on n'explique pas, Exactement. qu'on n'explique pas. C'est pour ça que, heu, forcément, quand Pierre m'a demandé, d'intégrer le staff, alors que c'était pas forcément, ce que je voulais faire, j'ai pas vraiment, oui, j'ai réfléchi, mais, pour moi, c'était une évidence. Mmh. C'était une évidence, et quand je revois, comme là, Bernard, il y a plein de souvenirs qui me remontent, alors ça peut être des super souvenirs de victoires, de discussions, comme, des fois où me tirer les oreilles, parce que, fallait me remettre dans le droit chemin. Mmh. Je pense qu'une relation, coach, joueur, et plus maintenant, c'est plus, voilà, on n'a plus cette relation genre, voilà, entraîneur entraîné, Mmh. voilà. Exactement. Je pense que c'est fini, c'est comme maintenant, hem, on parlait beaucoup plus, avant, de notion d'équipe, la Mmh. gestion de l'équipe, la gestion du groupe. Maintenant, on gère les individus, beaucoup plus qu'avant, heu, justement pour que ces individus, Mmh. fassent un groupe et donnent pour le groupe. Il y a Ça, c'est là, je pense que c'est la principale évolution, et qui dit, gérer les individus, ça parle, c'est de la communication, C'est ça. c'est apprendre à connaître, l'autre, et apprendre à se connaître soi aussi, parce que, hem, c'est pas parce quand on est dans le staff, on a une Mmh. position un peu, d'ancien, d'entraîneur, parce qu'on donne les ordres
elle a une certaine autorité, Mmh. mais on peut très bien apprendre, un joueur peut très bien vous apprendre, voilà, en retour. Surtout on fait un sport où, ben, c'est un mélange de cultures, de nationalités, il y a des joueurs qui viennent de Géorgie, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, Mmh. d'Afrique du Sud, Fidji, Tonga. C'est beaucoup de cultures, et ça, il faut le mettre dans un pot et faire en sorte que ça prenne bien et que tout le monde se sente, à l'aise avec tout Mmh. ça, et surtout que le mot le plus important pour moi, c'est le respect. Faut que tout le monde se respecte, respecte ses différences, ses croyances, ses envies, et c'est de là qu'on peut après, essayer, parler d'aller obtenir des résultats. Mmh. Merci Mathieu. J'adore ce que tu partages et ta façon de voir les choses aussi, ce management, mais même finalement d'humain à humain, parce que c'est un sport, mais c'est quelque chose, on va dire, magnifique d'appliquer dans la vie de là tous les jours et n'importe où. Et ce que tu Ouais, as évoqué, bah, en fait, moi, je trouve que, hem, on a vou dans le sport de haut niveau, je pense pas que dans le rugby, à un moment donné, je pense qu'on a voulu mettre un peu l'humain un peu trop de côté, et on voulait, parler, et des fois, je trouve qu'on parle un peu trop de performance, de statistiques, de ci, de mmh, ça, mais il faut pas oublier que derrière, il y a justement, il y a un homme, il y a une femme, c'est ça. et que, hem, les statistiques, les données, tout ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ça fait avancer le sport, évoluer le sport, mais c'est pas que physique. Mmh, C'est pas que exactement. physique. C'est pas que physique. C'est-à-dire que, heu, si un joueur n'est pas bien dans sa tête, il peut être très, très bien physiquement, on peut lui faire passer des tests, ça se passera très bien, mais s'il est pas bien dans sa tête, Mmh, il avancera pas, en fait. Ah, c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours entretenir le mental, heu et régulièrement. mmh, Régulièrement, prendre le temps, ben, de s'arrêter, prendre un café, «Comment tu vas?» communiquer, ouais. Voilà, poser la question: «Comment tu vas?» Et pas, «Bon, ça va?» et non, «Comment tu vas? Comment tu te sens?» Essayer Mmh, de créer un lien, avec la personne que tu as en face de toi, et quand tu arrives à créer ce lien-là, surtout quand mmh, tu es, coach, si ça se passe bien, tu verras que c'est ce joueur-là qui, dans les dernières minutes, se sacrifiera mmh, pour l'équipe, pour toi, pour justement te rendre heureux. Donc exactement. il faut pas négliger tout ça. Il faut rester voilà, le plus humain possible. Alors, c'est pas facile parce que on est quand même dans un monde professionnel, un sport professionnel, donc il y a des attentes. Les attentes bah, des supporters, Des résultats, des des résultats, la pression, et il y a le contexte économique aussi. Forcément, si tu veux que ton club, puisse, heu, rester, rester en vie, on va dire, et enfin que ce soit pérenne, il faut gagner, et pour ça, pour gagner, il faut gagner, il faut aussi que les caisses, ça rentre dans les caisses. C'est tout un système, qu'il faut aussi, mmh, hem, se rendre compte, en fait. Il faut se rendre compte que, c'est pas si simple que ça. mmh. Voilà. D'où l'importance, d'avoir aussi, dans le staff, une équipe qui a cette capacité de voir ça. Oui, oui, bah, moi, en fait, c'est un peu mon rôle, dans le sens où, moi, je suis pas, entraîneur, donc je suis pas bord terrain. J'ai pas la tête, dans le guidon comme eux. Mmh. Eux, quand je les vois bosser, ça me donne pas envie d'être entraîneur. Je vois les Ah, c'est horaires, qu'ils font, ils arrivent à 5 heures du matin, ils partent, des fois à 18 heures, et c'est beaucoup de c'est pression, beaucoup de ouais. Ouais. pression. C'est beaucoup de pression parce que dans n'importe quel sport, la première personne qui est visée quand il y a un mauvais résultat, alors certes, les joueurs peuvent être chahutés,
Mais si on doit virer quelqu'un, on va virer l'entraîneur. bien sûr. Donc c'est énormément de pression et c'est énormément de pression parce qu'il faut que tu arrives à créer quelque chose pour que les joueurs adhèrent à ton discours Mmh. et jouent pour toi. C'est ça. Et moi, j'ai jamais été confronté à ça et je pense que c'est pas facile. Mmh. C'est pas facile, donc tu dois gérer tout ça et voilà, donc quand, tu peux tout on a enfin, tous les staffs ont connu cette période un peu de turbulence où tu fais deux trois défaites Mmh. d'affilée et là les supporters, ça commence à râler, surtout ici à Toulon, et là tout est un peu remis en question Les et c'est médias, les machins, la voilà pression, les et là, il faut garder la tête froide, penser au match suivant, c'est vraiment pas simple à gérer et c'est pour ça que, il faut un staff, sain et un staff uni parce que sinon ça peut partir dans tous les sens, ouais. mmh, magnifique. Merci Mathieu pour ce que tu partages. Hem, c'est très riche parce que ce que tu nous dis finalement, beh, ça s'applique aussi bien dans le sport, mais comme dans le monde de l'entreprise. Mmh. Et tu as dit, quelque chose que je voulais revenir dessus, tu as parlé indirectement en fait de la place de chaque individu. Je sais pas si toi tu l'as déjà ressenti, moi ça aussi, j'ai pu ressentir ça des fois. On a des connexions énormes avec les entraîneurs, on est prêt à donner 10 fois plus. Et des fois, dans un groupe, on peut sentir qu'entre guillemets, peut-être, on n'a pas notre place. Et quand on est jeune, des fois, on n'a pas ce recul-là. Tu sais, se dire, on peut se dire, ah, il m'aime pas, ou il m'a oublié, ou Mmh. il fait jouer ses chouchous, tu vois. Et des fois, peut-être, on peut décrocher par rapport à ça. Ouais, Alors qu'avec le recul, comme tu l'as dit, peut-être se dire juste poser les intentions. Et moi, ça m'arrivait de se dire, mais peut-être tu arrives, tu es de notre club rival ou quoi que ce soit. Alors, peut-être il y a ce truc-là, mais avec le temps, montre sur le terrain et tu vas ouais, faire ta place. ouais, il faut, il y a ça, ouais, c'est vrai que, moi, c'est vrai que moi ouais, j'ai eu quelques changements de club ouais, si c'est clair, faut savoir faire sa place, faut savoir être patient aussi et il faut savoir être patient et c'est vrai que, ben, les jeunes sont de moins en moins patients. Tout le monde veut jouer de tout suite, le tout le monde veut monde. jouer de suite et c'est enfin, je Mmh, préfère ça que des joueurs qui sont là, qui sont juste contents d'être là et qui attendent, voilà, qui attendent de passer à la fin du mois, ils sont contents. Non, je préfère des joueurs, mais ça, il faut après, apprendre à le canaliser, exactement. à Ouais. comprendre pourquoi, je ne joue pas et ça passe aussi par le dialogue, la communication. Pas arriver dans le bureau de l'entraîneur et lui dire: «Ouais, tu me fais pas jouer parce que tu m'aimes pas». Non, tu vas le voir: «Écoute, pourquoi je joue Mmh, pas? Qu'est-ce qui pourrait faire que je joue? Est-ce que j'ai des points à améliorer? Est-ce que» voilà. mmh, Et ça, c'est un discours, on va dire posé, exactement. mature que d'arriver, de déjà, heu parce que ça prouve, quand on part un peu dans tous les sens et «Ouais, je joue pas parce que ci, parce que Mmh, ça», c'est que mentalement, on n'est pas prêt. mmh, C'est qu'on n'est pas prêt à jouer. Voilà. Heu, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'effectifs où, sur, 40 joueurs, il y avait 40 joueurs, qui étaient internationaux, des champions du monde, des champions d'Europe, des champions de France, des champions de tout et tout le monde ne jouait pas. mmh, Tout le monde ne jouait pas et c'est là que tu voyais que, mec, 50 sélections, 60 sélections avec l'Afrique du Sud, bah, il jouait pas, il disait rien. Il aidait par contre l'équipe à bien préparer son match et voilà mmh. et il bossait de son côté et quand on en faisait appel à lui, c'était le meilleur joueur. C'est ça en fait, La maturité. voilà, Ouais. c'est être mature et après quand on te donne ta chance, la saisir, ne pas la louper parce que on dit souvent que le train il passe une fois et pas 2, mais c'est vrai. Moi je l'ai connu, enfin je l'ai vu avec Bernard Laporte, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il te laissait toujours une chance. Par contre si tu te loupais, là c'était cuit. Mais voilà, faut savoir, aussi Mmh, saisir les opportunités ou même se les créer. Se les créer. Moi, quand je suis arrivé au Stade Français, c'était pas dit que je joue, dès la première saison. Je suis arrivé et j'avais le choix à dire: «Bon, allez, j'ai un an, que j'avais 18 ans, ouais,
9 ans, ouais, 19 ans. Bon, j'ai le temps, voilà, j'ai le temps. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui sont titulaires. Donc, bon, moi, je vais apprendre avec eux et après, quand l'entraîneur aura pris sa décision, il pensera que je serai prêt, eh ben, il me fera jouer. Et moi, c'était hors de question. Si je voulais me mesurer au meilleur. Quand je suis arrivé au Stade Français, la concurrence, elle était énorme. Ils venaient d'être champions de France en plus, en 2007. Et la concurrence, bah, tu avais Brian Liebenberg qui était à ce moment-là l'un des meilleurs 12 de France, voire d'Europe, voire même du monde avec Yannick Jauzion. Il y avait Stéphane Glas, Guillaume Boussès, Geoffrey Messina, Mirko Bergamasco, enfin, que des joueurs, des top joueurs. Donc je me suis dit, mais quel moment je vais Mmh. jouer? Et c'est là aussi où notre niveau, il Ouais, s'élève ouais, pour ouais, nos ouais, athlètes. ouais, ouais. Mais c'est des joueurs qui ont fait que, voilà, qui m'ont forcément tiré vers le haut parce que ben, moi, je voulais pas juste être le mec qui, qui porte le bouclier à leur entraînement. Je voulais jouer avec eux et surtout me sentir légitime et intégré. Mmh. Et intégré. Donc, je me donnais à fond à chaque entraînement et au final, j'ai joué dès la première saison. Ah, comme je suis quelqu'un d'impatient, donc et je pense que eux aussi, de voir débarquer un jeune joueur comme ça pouvait les stimuler. Stéphane Glas qui était un peu, qui était en fin de carrière, à ce moment-là, heu, moi je l'ai vécu après sur ma fin de carrière. Quand on voit des jeunes arriver, et ben, Mmh. on se dit: «Bon, attends, le petit jeune, certes, il est exceptionnel, mais je vais lui montrer». Donc ça crée, quelque chose, je pense, d'assez sain et de Mmh. positif et qui est bénéfique pour l'équipe. Mmh. C'est une concurrence, mais positive, qui Ouais, permet positive, d'avancer et ça fait partie du jeu. C'est un jeu. ouais, ça fait Tu arrives, tu as le caractère, tu as en fait, faim. en fait, c'est un cycle, quoi. C'est un Exactement. cycle parce que, dans tous les cas, on peut être n'importe qui, à la fin du bal, le maillot, on le rend. Voilà. Le Mmh. maillot, on le rend. Maintenant, c'est toi qui décides, heu, comment tu rends le maillot. Voilà. Donc, personne n'est éternel. Voilà, Exactement. personne n'est Ex éternel. Donc, voilà, c'est que tu sais que tu es là pour un laps de temps. Ça peut être 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Maintenant, c'est à toi c'est toi qui décides ce que tu veux en faire. mmh. Et, et oui, après, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, il y a des joueurs d'autres clubs qui arrivent, il y a une concurrence. Mais c'est à toi d'être assez solide pour dire, ben, je bougerai pas. Voilà, mon maillot, tant que j'ai pas décidé de le rendre, je ne le prendrai pas. C'est Mmh. là où tu vois les grands joueurs ou les grands champions. C'est les joueurs qui ont un caractère, Exactement. voilà, qui ont, on va dire, de la gueule. C'est ça. Moi, j'ai une idole, bon, qui a rien à voir avec le rugby, mais moi, personne que je batte, c'est Eric Cantona. Eric Cantona, pour moi, c'est, au-delà du personnage, c'est une personne Mmh. exceptionnelle. Quand je vois un peu je tombe des fois sur des vidéos, d'anciens joueurs de Manchester United qui parlent de lui, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. J'aurais aimé être dans le vestiaire, à côté de lui, et à le regarder et à apprendre comme ça, quoi. Mmh. C'est des C'est des gens qui marquent. ouais, c'est des gens qui marquent, c'est des gens qui marquent. Mmh. Bernard, Laporte disait souvent, en tout cas avec notre génération avant qu'on gagne, il nous disait: «Voilà, certes, vous êtes dans un grand club, vous êtes très bien payé, le climat, Toulon, on connaît. Maintenant, c'est à savoir ce que vous voulez, la marque que vous voulez laisser, au club». En plus, c'était une période, hein, c'était la période où il y avait beaucoup de très grands joueurs qui venaient, Mmh. qui partaient, et le club ne gagnait pas forcément de titres. Et il avait raison. Il avait raison. Il a dit, vous avez la chance d'être, dans une ville exceptionnelle. Les gens vous aiment ici, heu et vous avez dit: «Voilà, je vous garantis que si vous leur ramenez, un peu d'amour,
un trophée, ils vous aimeront au centuple. Mais jusqu'à maintenant, ça fait, maintenant 3 ans que j'ai arrêté, ça fait, 10 ans depuis, le dernier titre, heu, quand on en parle entre nous, les anciens, on le sent. On le sent quand les gens viennent nous parler, quand on nous rappelle ces souvenirs, on Mmh. nous voit dans les yeux et c'est une fierté, ouais. C'est une fierté et c'est un honneur. Mmh. Et C'est un c'est héritage quelque part, ouais, c'est c'est une un part héritage qui est pas facile à porter. Je me souviens que quand moi je suis arrivé à Toulon, on nous parlait beaucoup de la génération de 87, 92, celle de Manu Diaz, Thierry Louvet, Éric Cham, Jérôme Gallion. On nous parlait beaucoup d'eux et on savait que tant qu'on gagnerait pas, on serait rien comparé à eux. mmh, Non pas que maintenant on se sent égal à eux ou quoi que ce soit, parce on sait tout ce qu'ils ont pu apporter, mmh. à C'est ça, à la c'est ce ville qui a et permis au rugby à le Toulon. développement finalement. Mais on savait que Mmh. nous, si on vraiment on voulait, heu comme on dit, cette expression, «s'asseoir à leur table», Mmh. il fallait gagner quelque chose et après on a eu la chance d'avoir une période, fantastique, au club. On a gagné énormément de trophées, hein. Mmh. On va en parler du coup Mathieu, pour le temps qu'on a encore. Par rapport à toute ta carrière, tu as été champion de France, 3 fois champion d'Europe, c'est ça? Mmh. Ouais, Et tu as gagné 6 nations aussi? ouais. Tu as participé aussi au championnat du monde. Ouais, ouais, Pour les gens qui sont là, qui nous écoutent, quels sont les moments pour toi les plus intenses que tu as vécu, les choses un peu incroyables? Tu nous as partagé le début jusqu'au le Stade Français. Comment se passe un peu cette ascension pour toi? bah, moi, le chemin, il a pas été toujours linéaire, moi. En fait, moi, j'ai eu pas mal de très hauts, de bas, de hauts, de bas, parce que moi, j'ai, j'ai jamais eu de mal à le dire. Je pense que moi, c'était d'abord mental. On a beaucoup parlé beaucoup de mon physique, Mmh. le fait que je sois costaud, mais moi, c'était d'abord mental. Si j'étais bien mentalement, personne qui pouvait m'arrêter. Par contre, dès que je commençais à douter, j'étais, quand je commençais à douter, bah, je m'égarais, en fait. Je Mmh. m'égarais. Quand j'étais pas bien mentalement, ça se voyait. Ça se voyait physiquement parce que j'étais pas en forme, je prenais du poids, ça se voyait déjà, ma façon d'être parce que moi, malheureusement, je peux rien cacher. Tu Ça es se vrai, voit, tu es voilà, authentique. voilà, c'est Si t'aimes, t'aimes, si t'aimes pas, exactement, ça se voit sur mon visage et donc voilà et moi, j'avais tendance à, je suis un encore enfin moins maintenant parce que maintenant je me connais, mais j'étais quelqu'un d'excessif. Excessif, excessif dans la fête, excessif dans la colère, dans la tristesse, dans la joie. Je suis quelqu'un d'excessif et il y a pas de mmh, demi-mesure et en fait, c'est trop plein d'émotions. Il fallait que j'apprenne à le gérer, à le canaliser et j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que comme je disais, on n'était pas forcément, préparés ou même, ouais, on n'était pas préparés et on n'en parlait pas, tout mmh, simplement. On n'en parlait pas. Donc c'était difficile pour moi de mettre des mots à des états, à des sensations, comment je me sentais et quand j'ai appris à mettre des mots grâce à par exemple j'étais suivi par Meriem Selmi, heu, j'ai appris un peu à me connaître, à me dire: «Ben, voilà, quand je suis comme ça, c'est parce que, voilà, il y a un truc qui cloche, je suis anxieux», mmh. c'est tous ces mots-là, qui étaient pour moi assez étrangers, le stress, l'anxiété, heu, Qu'est-ce que «Qu'est-ce que c'est? c'est ça? Ouais, qu'est-ce que c'est ça?» et en fait, voilà, c'est des mots Mmh, qui sont rentrés un peu dans ma vie et ça m'a permis, moi, de me connaître mmh. d'anticiper les choses. Voilà, Exactement. d'anticiper les choses. Après, ouais, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, mais j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de hauts et
Après, je pense que chaque, on va dire, chaque moment que j'ai pu, connaître durant ma carrière, est différent. Heu, on a gagné 3 coupes d'Europe d'affilée, mais, les joies, Mmh. étaient Différente, différentes. ouais. Les joies étaient différentes, heu, parce que la première, bah, c'est mon premier trophée, avec, mon 1er trophée en club. J'avais gagné les 6 nations avant, mais même là, c'était différent. Heu, la deuxième, c'était différent parce que tout le monde nous annonçait perdant parce que c'était une équipe vieillissante, voilà. Troisième, on n'était pas favoris. Donc c'est des joies, totalement différentes et je pense que c'est ça et c'est ce qui fait aussi ce sport et après l'apothéose, je pense que ça a été le Brennus. En termes d'émotion, Mmh. je pense que ça a été pour moi, ça a été le Brennus parce que, C'est un rêve de c'est un rêve de d'enfant? gosse quand on Ouais. regarde, à l'époque, on regardait France 2 ou Canal+, on était devant la télé, on suivait les compositions d'équipe, serrait la main à l'époque à Jacques Chirac, tout ça c'est énorme après avoir eu la chance de le voir au stade Mmh. et de se dire, quand on est petit, parce que je pense qu'on s'est tous dit: «Ben, un jour ce sera moi, un jour j'y serai, un jour j'y serai». Surtout qu'avant qu'on le gagne, on perd 2 finales d'affilée, contre Toulouse et Et contre Castres, Castres. j'y étais, Voilà, à Paris. voilà, on perd contre Castres, alors qu'une semaine avant, 2 semaines avant, 2 semaines avant, on est C'était un champion gros d'Europe, match. donc ça fait, on était là sur le toit de l'Europe et au final on perd, enfin c'est des ascenseurs émotionnels assez énormes et là, je pense que c'est pour tout le monde pareil quand tu es en haut là, au Stade de France et que tu vois tout le monde là et que tu vois le bouclier arriver, là tu vois tout défiler. Tu vois la première fois où tu as touché le ballon à Créteil, le premier tournoi que tu as gagné, sélection du Val-de-Marne, Île-de-France. Tu vois tout Tout le chemin, défiler. ouais. Ouais, ouais, tu vois tout défiler et tu mets du temps à Qu'est-ce que tu redescendre, ressens là, justement, dans ce moment-là, pour toi, personnellement? Qu'est-ce et bah, que c'est de la fierté parce qu'en plus moi je venais de Paris donc j'avais, je crois que j'avais moins 30 personnes de ma famille, tu es peut-être revenu me aux sources? ouais voilà, j'avais pris je sais pas combien de places, peut-être 35 places pour la finale. Je crois qu'il aurait même fallu une tribune, pour mettre toute ma famille et mes amis et forcément, ouais, c'est de la fierté, c'est de la reconnaissance, la fierté, parce que, bah, fierté de pouvoir soulever ce trophée devant Mmh. ma famille, de la reconnaissance parce que, hem, au moment où je signe à Toulon, j'étais pas forcément dans la meilleure période de ma carrière. Ils auraient très bien pu me dire: «Ah non, non, on n'en veut pas». Au final, Mourad Boudjelal me tend la main et après, ben, on arrive à réaliser ce qu'on réalise. Il y a tout ça Mmh. il y a tout ça qui passe, par la tête et un peu sentiment de revanche parce que tu te dis, voilà, les gens qui pensaient t'enterrer, qui te disaient: «Perdu pour le rugby», il y a 4 ans, 4 5 ans et ben, au final, ils sont en bas, en train de te regarder soulever un bouclier donc tu as tout ça, tu as tous ces Mmh. sentiments-là qui passent dans ta tête et après, bah, c'est en fait, quand tu te retrouves seul, à ta place dans le vestiaire, je me souviens, moi, à un moment, je me suis assis, je regardais ma médaille, tu plus rien, quoi. Tu plus rien et tu te dis: «Mais ouais, c'est ça». Tout ce que tu voyais à la télé, cette sensation, c'est ça. Tu joues. Tout ce que tu as fait, c'est pour vivre des moments comme Mmh. ça. Tout ce que tu Exactement. fais au quotidien De et vibrer après fort. voilà et après, bah, ça devient, faut que ça c'est Bernard qui faut que ça devienne une drogue. Il faut que parce que tu as envie de le revivre. C'est ça. Ou tu as envie de le revivre et c'est pour ça que quand tu arrêtes ta carrière, c'est hyper compliqué, surtout quand tu as connu, Beaucoup d'émotions beaucoup à haute d'émotions, intensité. c'est hyper compliqué parce que tu le sais pertinemment que tu revivras, jamais des émotions comme ça. Donc, tu essaies de compenser, Exact. par autre chose. Alors là, ils font beaucoup de sport, ils font beaucoup Il y en a qui en font enfin, plus, il y en a qui il en y en font a plus, il y en a qui et entreprennent, il y en a voilà, il y qui en a qui arrivent à canaliser leur énergie. Il y en a malheureusement qui arrivent pas, mmh. qui tombent en dépression, ouais, donc c'est
pas facile, c'est pas Mmh. facile parce que, hem, c'est énormément d'émotions. C'est énormément Tu es d'émotions, ça. élevé, quelque même et même à toutes les étapes, tu es élevé, même s'il y a un processus et tout d'année après année, tu es élevé comme un rang de dieu, champion et puis, la ferveur de tout. Humainement, intérieurement, mentalement, c'est énorme en tant qu'être humain de Mmh. ressentir ça. Ouais, C'est ouais, c'est vrai, mais et encore une fois, on n'est pas préparé à ça. exactement. On n'est pas préparé à ça, même si tu fais toute la filière à l'époque fédérale, on te prépare pas à autant Mmh. de choses, de pression médiatique et cetera et heu et c'est pour ça que c'est d'autant plus dur que quand ça s'arrête, il faut avoir un je là, j'en suis persuadé, de toute façon, tout au long de ta carrière, il faut avoir un entourage, Mmh. vraiment, vraiment un socle Solide, solide, ouais. vraiment un socle solide et sain, parce que, ben, heu, quand tu t'es levé le matin avec un objectif, c'est-à-dire d'être le meilleur et que là, le 1er matin, tu te lèves: «Bah, qu'est-ce que je vais faire?» Je me suis levé pendant, 16-17 ans de ma vie en me disant en ayant un programme, déjà, établi, à respecter, Le une vestiaire, tout est routine, prêt, tout est voilà, tout machin. et là, tu te lèves un matin, ben, Mmh. tu plus tes habitudes, Je suis qui? Je fais quoi? tu vas plus, bah, au club, prendre le café, rigoler avec les copains parce que, bah, tu y es plus, quoi. Tu y es plus parce que le vestiaire, ça aussi, c'est quelque chose moi, c'est ce qui m'a manqué le plus en arrêtant. C'est pas forcément, les matchs, alors oui, quand, je descends du bus, et que je passe l'allée des légendes à Mayol, la ferveur du public, le pilou-pilou, ouais, là, ça me donne ça me rappelle les souvenirs, Mmh. mais ça me donne envie. Et c'est pas ce qui me manque le plus. C'est pas ce qui me manque le plus, les matchs. Ce qui me C'est la manque, vie du c'est quotidien. voilà, c'est le vestiaire. C'est le vestiaire, les petites conneries qu'on peut faire entre nous, la mousse à C'est raser dans ça. les chaussures, les gags, voilà, le fait de parler, d'échanger, Mmh. de rigoler, c'est ça qui me manque, en fait, c'est l'ambiance vestiaire. C'est Voilà. cet esprit rugby magique Ouais, 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 c'est qui est je pense qu'il y a que là que tu peux trouver ouais, ça, quoi. Parce ouais. que, C'est comme au tu dis dans final, le quotidien, c'est même si tu as des amis ou quoi, il y a jamais autant de choses, jamais autant de rigolade, jamais au ouais, c'est di ouais, le quotidien est différent, ouais. parce que le rugby, c'est quand même un sport, collectif, de combat. C'est-à-dire qu'on t'apprend on t'apprend et de toute façon, tu l'apprends que sans le copain d'à côté, tu rien. Sans les copains, tu rien, quoi. Tu peux être le meilleur joueur du monde, Exactement. heu, si, si les copains à côté de toi, ils veulent pas jouer avec toi, ou si tu joues pas pour eux, un peu pour eux, heu, tu avanceras Tu pas. plus de ballon. Voilà, ouais, tu plus de ballon et au final, il se passera rien donc Mmh. c'est ça, voilà, c'est pour ça, moi, j'adore, revoir mes anciens coéquipiers. Mais après, on n'est pas en mode, vieux briscard à se raconter: «Tu te souviens en 2012 quand tu non, c'est juste être ensemble. Ouais, J'adore revoir, là, ben, ceux que j'ai la possibilité de voir, sur Toulon, que ce soit Virgile Bruni, Josselino Souta, Xavier Tchioki, Rudy Wolff qui sont encore là, parce David qu'il y en a qui Smith. sont restés ici, ouais. Ouais, il y en a qui sont restés, Sébastien Bruno. Mmh. À chaque fois que je les vois, moi, on n'a pas besoin de de, mmh, de s'envoyer des textos, Mmh. même si on est quand même assez proches. Mais je donne un exemple, Dylan, Armitage, c'est comme un frère pour Mmh. moi. Après, on s'appelle pas tous les jours, on s'envoie pas des textos tous les jours, mais Tu sais que c'est là, ça voilà, s'explique pas. dès qu'on se voit, c'est juste, ce qui se passe, c'est indescriptible. Exact. Voilà, Mmh mh, c'est comme ça, c'est comme ça. Je sais pas, je le sens. Tu vois? Je sens mmh. quand il va bien, je sens quand ça va pas bien. On arrive toujours à s'appeler dans les timings où ça quoi, il y a un truc. Mmh Voilà, où il sent qu'il y a un truc, où il sent que moi j'ai un truc et on a été, pendant, 4-5 ans, je crois, on dormait ensemble, sur tous les déplacements, on était tout le temps ensemble, en dehors, donc ça, c'est des
c'est des Mmh. connexions qui restent au-delà du sport. Voilà. Il y en a d'autres, bon, tu sais dès le début que tu sais que dès le début que ça restera professionnel, OK. qu'après, Ouais. voilà. Mais d'autres Mmh. non. Ouais. D'autres non et c'est ce qu'on a réussi à créer à cette époque-là à Toulon. C'est-à-dire des liens forts entre nous et il pouvait nous arriver, n'importe quoi, on savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre, ouais. C'est ça la magie finalement. Ouais, Toi qui as fait, beaucoup de groupes, beaucoup d'équipes aussi, ouais, c'est les ce qui liens, fait, c'est quand tu as vraiment envie de te donner. Tout le ouais, monde sait que c'est à haut niveau. c'est les liens que tu peux Ouais. créer, entre les joueurs. Des fois, il y a même pas besoin de parler. Il y Mmh. avait pas besoin de parler. Il y a pas besoin de parler à un Bakis Botha ou à un Johnny Wilkinson ou à un Matt Guito. C'est juste des regards. Mmh. Voilà, c'est juste des regards, de connexion. Je suis là, on y Voilà, va. Bon. on n'était pas, 24 heures sur 24 ensemble. On faisait pas des repas de cohésion tout le temps ensemble. Par contre, une fois qu'on était sur le terrain, on était des frères. On savait que chacun allait se sacrifier Mmh. pour l'autre et pour l'équipe. Et ça, c'était le plus important. C'est là où ça fonctionne. Ouais, 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 et surtout on se respectait. Mmh. On se respectait Exactement, tous. exactement. On se respectait tous et dès qu'il y en avait un qui sortait du cadre, et ben, il on n'avait pas forcément besoin de lui dire ou on lui disait, mais il le sentait. Donc Mmh. forcément, il a pas envie d'être et il revenait dans le rang. Ça nous est tous arrivé et c'est ça qui était énorme, Mmh. hein. Quels sont les joueurs, Mathieu, qui t'ont vraiment marqué? Ou vraiment tu as eu une grande admiration, mais j'ai envie de dire sur le terrain, mais même peut-être en dehors du terrain? Et Alors moi, ma première idole, c'était John Alomou. John Alomou, c'était moi le joueur qui me faisait rêver. Je faisais la même coupe de cheveux quand j'étais petit, c'était John Alomou. Tana Umaga. Tana Umaga, c'était, et ça reste pour moi c'était mon idole. Mon idole, j'ai eu la chance de jouer contre lui. J'étais tétanisé avant le match. J'ai le match encore contre les All Blacks? Ouais. non, 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 j'étais au Stade Français. Il avait arrêté sa carrière et en fait, il refait un match et parce qu'il y avait des blessés, je crois, donc il reprend sa carrière et il reprend contre nous à Paris et là, j'ai en face de moi mon idole, absolue et c'est vrai que je demande pas beaucoup de photos, mais là, je me souviens, j'avais demandé la photo, à la réception d'après-match et c'est pas forcément quelque chose qui se fait, mais là, j'étais obligé. Je m'en souviens, j'avais demandé donc mes coéquipiers me regardaient: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et j'ai encore la photo. J'ai encore la photo, Et comment s'est passé alors ce match? bah, on a gagné. On a gagné et bon après lui, c'était son premier match, il avait arrêté je crois depuis, 2-3 ans donc pas facile pour lui. Mais bon, tu sentais que voilà, une aura sur le terrain, heu, Ça, c'est énorme pour une équipe. ouais, une Heu, aura, une présence, voilà, ça c'est un grand joueur mmh. quoi, et très grand joueur et moi forcément comme c'est comme c'était mon idole, je faisais que le regarder quoi. J'oubliais même moi de jouer, c'est-à-dire que je le regardais, j'étais juste, obnubilé par lui quoi et Ouais. ouais, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Hem Et après, ouais, des joueurs que forcément que j'ai admirés, Matt Guito, hem, Johnny Wilkinson, heu Mahanonou, Mahanonou qui est, aussi un peu une idole. C'est des joueurs après que j'ai eu la chance de voir et de connaître au Mmh. quotidien et en fait, tu comprends tout. Il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard dans dans, mmh, dans le sport de haut niveau. Il y a pas de hasard. Qu'est-ce qui justement par rapport à ces idoles, Quand tu as tu vu vois toi ce qui fait, qu'ils sont devenus, quand tu vois leur préparation, comme ils disent, leur work ethic, leur éthique de travail, c'est juste, exceptionnel, exceptionnel. Surtout, on a t moi je trouve, nous en France, quand on gagne quelque chose, on a tendance un peu à se ramollir, mmh, à se dire: «Bon, on a gagné, voilà». Ouais. Mais, eux non, c'est on gagne, le lendemain, travail. on est reparti.
et ça me fait penser à Michael Jordan, Mmh. à Michael Jordan. Là encore, hier, je me disais qu'il faudrait que je regarde le documentaire là, The Mmh. Last Dance. Magnifique. Ça, je l'ai regardé, un nombre, incalculable de fois, et je me souviens quand je me suis blessé, quand j'ai eu mes blessures et que, ben, justement, je pensais que ma carrière était terminée, heu, quand je me suis dit: «Allez, je vais revenir», je j'ai regardé, The Last Dance, et pour me filer un peu, pour me mettre un peu, pour me donner un peu cette Mmh. inspirer un peu de cette mentalité de tueur en disant: «Voilà, tu as un objectif, maintenant tu restes sur ça», et ça peut paraître fou, mais ça m'a beaucoup aidé, Mmh. ça m'a beaucoup aidé. J'aime bien m'inspirer de grands sportifs comme ça, comme, Michael Jordan, Mohamed Ali, Mike Tyson, Ils avaient ce truc ouais, voilà, en c'est des co en plus. au-delà que ce soit des grands champions, des grands sportifs, c'était aussi des personnes qui étaient, Exactement. vraiment singulières, à part. Je parlais de Eric Cantona, c'est des personnes qui sont vraiment, voilà, à part. Mmh. Il y en a pas 2, on peut pas les comparer, à d'autres. C'est des personnes vraiment singulières, et moi, c'est toujours des sportifs qui m'ont inspiré, un peu comme Usain Bolt, en athlétisme, qui défiait, toute logique. Il faisait 2 mètres, il allait je crois que son record, il a toujours pas été battu, de 9,58. À l'époque, c'était les petits bodybuildés, donc c'est voilà, c'est, Mmh. un peu, un peu comme on m'a toujours jugé, c'est vrai, que j'étais atypique, de par mon gabarit, de par le poste que je jouais, par mon style de jeu. Heu, on m'a souvent qualifié d'atypique, et donc forcément moi, ben, dans les personnes Mmh. que j'observais, dont je voulais m'inspirer, c'était des personnes atypiques qui ont quelque chose, hem, qui les prédestinait pas forcément à ça, mais qu'ils ils ont, ce petit quelque chose Mmh. qui a fait que, beh, ils ont marqué, l'histoire de leur sport, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on se souvient d'eux, hein. Voilà. Merci Mathieu. De rien. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais te demander aujourd'hui, ta carrière a été extraordinaire et je t'ai demandé la première question là. Quand tu vois le petit Mathieu qui commence à 5 ans, 6 ans, quand tu vois tout ce que tu as vécu, et ça peut les gens peut-être qui regarderont cette interview, des enfants même, qu'est-ce que tu aimerais lui dire par rapport à tout ça? Ah, qu'est-ce que je vais lui dire? Lui dire que, de toujours croire en ses rêves, toujours croire en lui, que tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas facile. Il y aura des moments, plus compliqués que d'autres. Il y aura des moments de doute, de tristesse, mais il y aura aussi, beaucoup de moments de joie. Des fois, il faut peut-être passer par heu, certains moments pour connaître, la joie, et le bonheur, et surtout, rester lui-même. Ne pas essayer de plaire à tout le monde, parce que comme on dit, c'est la norme. Mmh. Voilà, si, ça souvent et même on met tout le temps des gens dans des cases. Heu, la case, c'est toi qui dois la choisir, c'est personne d'autre. Voilà, c'est toi qui dois être maître de ce que tu veux être, c'est toi qui te connais, ta famille, les personnes proches de Mmh. toi, et garder ça, les garder proches de toi, les garder proches de toi, heu, de t'en nourrir, parce que c'est eux qui vont te donner l'amour dont tu as besoin Mmh. pour avancer, quand des fois pour te relever quand des fois c'est compliqué. Voilà, garder les pieds sur terre, garder les pieds sur terre, parce que, là-haut, c'est pas forcément, même s'il peut y avoir beaucoup de lumière, c'est pas forcément plus beau. Heu, souvent, moi, je dis, voilà, il y a un nuage, et on tu aperçois beaucoup de lumière, comme si c'était la fête.
Au final, quand tu passes la Mmh. tête au-dessus du nuage, tu te rends compte que c'est pas si beau que ça. Donc voilà, garder les pieds sur terre et regarder droit devant soi. Mmh. Il est fier, le petit Mathieu, du grand Mathieu? Oui, très fier. Ouais, 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 très Ah. fier, très, très, très fier ouais, très fier, très reconnaissant, heu, parce que j'ai eu la chance de vivre des choses exceptionnelles, Mmh. que j'aurais peut-être pas pu vivre si j'avais pas, forcément joué au rugby. Donc ouais, fier et reconnaissant, ouais. Mmh. Tu as réalisé, ton plus grand rêve par rapport au rugby? Pour toi, si tu as eu une carrière Ouais, complète? ouais, Ouais. oui, je dirais que j'ai réalisé mes rêves. Mes rêves, c'était de gagner un bouclier Brennus, je l'ai fait, pas autant de fois que je le voudrais, que je l'aurais voulu, mais je l'ai fait et c'était aussi jouer, pour l'équipe de France Mmh. et je pense que pour moi, la plus grande fierté, c'est que mes parents m'aient vu jouer, m'aient vu, en fait, réaliser mes rêves. Mes parents, ma famille, je pense que ça, c'est ma plus grande fierté. Maintenant, pour moi, après le reste, c'est Mmh. que du bonus. Et aujourd'hui, justement, pour finir, donc tu es déjà engagé au club de Toulon. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi personnellement que tu as envie de réaliser ou comment tu vois la suite, la transmission? Qu'est-ce que tu as envie de laisser en fait? Moi, ce que je veux laisser, voilà, on dit souvent, voilà, j'ai eu beaucoup les gens étaient, assez, je trouve, ont été très généreux avec moi en termes de partage de connaissances, d'amour, de tout ce qu'on veut en fait, maintenant, c'est mon tour. C'est à mon tour de transmettre aux jeunes, moi, mes différentes expériences. Parce que l'avenir, c'est eux, Mmh. c'est plus moi. Moi, maintenant, j'ai fait mon temps, je l'ai accepté, je le vis très bien, et voilà mais c'est, laisser quelque chose à ces jeunes, mais pas qu'à ces jeunes, mais à mes enfants Mmh. aussi. À mes enfants, surtout à mes enfants, parce que, même si, le rugby, ça et tout ce que j'ai pu y faire, ça a été, pour moi, quelque chose, d'exceptionnel. Au-dessus de ça, c'est mes enfants, Mmh. c'est ma plus grande fierté. Actuellement, c'est, la fierté que j'ai de pouvoir, bah, les emmener à l'école, les déposer à la crèche, de pouvoir m'amuser avec eux, Mmh. de rigoler avec eux. Ça, c'est ma plus grande fierté, ouais. Ouais. Merci Mathieu Bah, de rien. pour ce moment exceptionnel. Vraiment, je voulais dire pour finir l'interview, m'adresser aussi aux gens qui vont regarder ce moment d'échange. Merci à vous, n'hésitez pas à commenter, à partager. J'étais très heureux vraiment de te rencontrer aussi dans les yeux. Tu es un homme, ça se sent et ça se voit plein de gentillesse, de sincérité. Merci pour le grand joueur que tu as été, que tu es toujours. Et tu as fait rêver énormément de monde, tu as inspiré beaucoup de monde et tu continues à le faire. Et voilà, j'ai hâte de voir tout ce que tu vas apporter aussi, parce que tu as vraiment cette âme de celui qui a envie de transmettre. Alors, merci beaucoup pour tout Merci, ça. c'est gentil. Merci Mathieu.